Bonjour chers amis internautes de Sunnyside TV. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir notre ami, Mamadou Lamine Diallo. Mais avant de le présenter ou de lui donner la parole, nous vous demandons tout simplement d'aller sur notre chaîne YouTube, Sunnyside TV, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Bonjour Mamadou Lamine. Oui, bonjour Mamoun. Merci pour cette invitation de m'avoir accordé à cet entretien sur l'émission La Parole à l'étudiant. Et aussi, c'est l'occasion de saluer ces internautes qui nous regardent et ces auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent en direct sur Sunnyside TV. Merci beaucoup Mamadou Lamine Diallo. C'est d'ailleurs sur cet effet que nous vous invitons. Nous voulons savoir qui est Mamadou Lamine Diallo. Oui, Mamadou Lamine Diallo, c'est juste un jeune engagé et qui a fait ses études élémentaires au niveau de l'école M. Anta Diop de Yeumbeul Sud et le terminé à l'école Serigne Salim Mbacké en décrochant mon chef. Après, j'ai fait mes études collège au niveau de groupe scolaire Serigne Salim Mbacké où j'ai décroché aussi mon BFM. En 2018, j'ai obtenu mon baccalauréat. Et là, je suis à l'Université virtuelle du Sénégal, précisément sur la filière sciences juridiques, spécialisée en droit public. Oui, voilà. Spécialisé en droit public. Donc vous êtes un peu spécialisé en ce qui concerne les relations entre l'administration et les particuliers, je peux dire. Effectivement, en ce qui rapporte en général l'administration en général, mais également l'État, je peux dire, parce que vous savez que la science juridique englobe toute une matière qui est en rapport avec l'administration, mais également du point de vue juridique. Oui, merci beaucoup. Mais en dehors des études, qu'est-ce que vous faites? Oui, en dehors des études, je peux dire que je suis dans l'engagement communautaire parce que en réalité, je suis dans une association dénommée Sama Gox Sama Yité qui est à Yeumbeul Sud, donc je suis le chargé de la communication, mais également je suis dans le mouvement estudiantin, à savoir RIDIS, Rassemblement des élèves et étudiants pour le développement de Yeumbeul Sud. Donc voilà, du point de vue de l'engagement communautaire, les activités que je suis en train d'exercer. Mais est-ce que ces engagements communautaires-là, vous vous êtes engagé au niveau communautaire, vous militez un peu, petit peu à travers des associations? Effectivement. Mais est-ce que ces associations ont une connotation politique? Oui, au départ, les associations, comme d'habitude, n'ont pas une coloration politique. Mais avant d'intégrer la politique, je pense qu'il y a toute une étape à procéder, comme les associations. Parce qu'avant d'entrer la politique, j'étais dans des associations purement associatives, dont leur objectif c'est d'être au service de la communauté. C'est pour cela les associations que j'ai intégrées et j'ai parvenu à faire toute une carrière dans ces associations-là. Mais quelles sont les réalisations? Les réalisations qu'on a fait peut-être c'est dans le domaine de l'environnement, ce qu'on appelle la participation citoyenne. On est parvenu à faire des réalisations au niveau de nos quartiers. Avec quelle association? Association Sama Gox Sama Yité. Donc Sama Gox Sama Yité, donc vous êtes là pour occuper la préoccupation des populations yeumbeulloises. Effectivement, cette association c'est une grande association. Puis, du point de vue de l'environnement, ils ont beaucoup fait, mais aussi de la santé, ils ont beaucoup fait parce qu'on avait fait des consultations gratuites pour aider la population à se consulter, mais aussi de les donner des médicaments pour se soigner. Ok, parlons politique. Vous êtes jeune, vous êtes politicien. Donc quelle est la différence entre un jeune qui fait de la politique et un jeune qui a un engagement politique? Oui, je pense que la différence n'est pas trop loin parce qu'il y a l'adage qui dit que si tu ne fais pas la politique te fera. Donc je peux dire que mon engagement dans la politique, ce n'est rien d'autre de voir le changement au niveau de notre pays. Parce que depuis 60 ans à nos jours, on peut dire qu'il y a des systèmes qui se sont succédés, mais
arrivé en 2022, on n'a pas vu un changement de paradigme pur et dur qui peut aller de l'avant dans notre développement économique ou social. Mais beaucoup disent que aujourd'hui les jeunes font de la politique. C'est parce que la politique, c'est une porte de sortie pour eux. Est-ce que vous épousez cette idée? Non, je ne suis pas d'accord de cet avis, dans la mesure où il y avait Machiavel qui disait que la politique c'est l'art de gérer la cité. Donc peut-être certains peuvent le considérer comme l'art de gérer les troupeaux d'un point de vue, mais nous le pensons comme l'art de gérer la cité parce que la politique c'est pas une opportunité ou bien quelque chose qui te permet d'avoir un gain de cause pour des intérêts crypto-personnels. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire, parce que moi, mon engagement personnel, c'est pas d'avoir des opportunités purement du point de vue comme les fait les politiciens d'aujourd'hui, l'achat de conscience, le clientélisme politique. Non, on est dehors de tous ces pratiques-là, parce que nous pensons que toutes ces pratiques-là, ça doit être aboli, ça doit être débarrassé de nos vies quotidiennes. Donc vous faites partie des jeunes radicaux? Bon, je ne dirais pas jeunes radicaux parce que, comme tu le penses, on n'est pas radical jusqu'à ce niveau, mais nous sommes des jeunes conscients et qui ont eu la prise de conscience de voir les choses autrement et changer la donne pour au moins permettre à la population de se sentir à l'aise par rapport à la sphère publique. Donc, je rappelle aussi que vous êtes dans le parti patriote, Pastef les Patriotes, voilà. Et c'est un parti qui n'est pas à présenter au Sénégal, avec son leader Ousmane Sonko. Pourquoi vous avez choisi le Pastef? Vous savez qu'on n'a jamais fait la politique, mais avec l'avènement d'Ousmane Sonko, bon, on s'est senti d'entrer dans la politique parce qu'il a apporté des changements de discours vis-à-vis de son parcours. Parce que son parcours a montré que aujourd'hui, la façon qu'on pratique la politique, c'était autre chose. Parce que nous avons vu, je l'ai dit tantôt, un peu pour contextualiser, il y a des périodes qui se sont succédées. Je peux dire que de 1960 à nos jours, donc on a assisté une période du système politique sénégalais, à savoir premièrement la rupture de la Fédération du Mali avec le Mali, le Sénégal et les autres pays frontaliers. En dehors de cela, on a assisté à la crise de 62 avec Mamadou Dia, où Mamadou Dia portait tout un espoir du peuple sénégalais, où il y avait une vision claire pour les Sénégalais. En dehors de tous ces aspects-là, aujourd'hui, nous assistons à l'avènement de Macky Sall, où Macky Sall portait un espoir pour les Sénégalais de 2012, parce que les gens se sont luttés dans les rues, se sont battus pour avoir au moins un gain de cause pour en 2022. Aujourd'hui, on n'est pas parvenu à avoir d'autres choses, d'autres pratiques qu'on n'attendait pas chez M. Sall. Mais je peux dire que Ousmane Sonko aujourd'hui, de 2014, parce que vous savez que le parti Pastef, ça date de 2014. Donc ça ne date pas loin. De 2014 à 2022, il a évolué de façon incontestablement et radicalement par rapport à un discours et un parcours que Ousmane Sonko est en train de mener. Mais si on regarde, voilà, du point de vue politique, de l'évolution des partis politiques, de l'évolution aussi de la situation actuelle, aujourd'hui, Macky Sall est le président de la République du Sénégal. Mais avant 2012, Macky n'était pas le président de la République du Sénégal. Mais tous les Sénégalais étaient derrière Macky Sall. Mais pourquoi vous avez changé de direction lorsque vous vous sentez que Macky n'est pas le président idéal? Oui, c'est parce que c'est là qu'on a compris que c'est tout un système qui date
depuis très longtemps. Et à travers ce système, nous pensons que Macky Sall fait partie de ce système. De quel système? Un système qui date depuis longtemps, parce que pourvu qu'il y a des partis politiques qui étaient là, comme le socialiste. Mais il y a 3 présidents qui se sont succédés. Oui, il y a Senghor, il y a Senghor Abdou était Diouf un et Macky Sall. socialiste. Et Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, 4 présidents. Abdou Diouf s'est succédé, il a fait quelque chose. Bon, peut-être les Sénégalais ne sont pas sentis à cette évolution, mais quand même aussi Abdoulaye Wade, quoi qu'on puisse dire, il était un pur panafricain. Arrivé en 2009, peut-être pour des raisons crypto-personnelles vis-à-vis des affinités qu'il a eues avec son fils Karim Wade, c'est pour cela, bon, il s'est complètement passé à côté contre la sympathie qu'il exerçait envers la population sénégalaise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez distinguer donc la personnalité de Macky Sall avant qu'il est devenu le président de la République et la personnalité de Sonko aujourd'hui? Non, c'est diamétralement opposé. Pourquoi? Parce que Macky Sall, peut-être on peut dire c'est un pur politicien, comme on le dit, politicien. Sonko n'est pas un politicien? Non, Sonko, peut-être certains le taxent en nos côtés de politicien, mais bon, c'est des points de vue divers. Parce que quand on regarde le parcours d'Ousmane Sonko, bon, là on chasse que c'est diamétralement opposé avec Macky Sall. Parce que Ousmane Sonko, il est hérité d'une administration. Il a passé par le concours de l'ENA, où il a eu l'opportunité d'intégrer dans l'administration sénégalaise. Mais Macky Sall aussi, il était de l'administration. Oui, du point de vue politique. Macky Sall était dans l'administration du point de vue politique. Mais Sonko, il a marqué sa carrière dans ses études pour intégrer à l'ENA. Qui c'est l'ENA? Toi, tu sais même, l'ENA, tout étudiant rêve à entrer dans l'ENA. La prestigieuse école. Il y a les concours. Voilà, donc c'est diamétralement opposé de comparer Macky Sall à Ousmane Sonko. Donc là, je peux considérer Sonko comme un futur chef d'État, contrairement à Macky Sall qui est un homme politique, qui a des ambitions, ou son ambition ou son projet c'est d'entamer une 3e candidature pour des raisons personnelles et d'intérêt. Voilà, mais Lamine, quelle est la position des jeunes au sein du parti PASTEF? Est-ce que vous, en tant que jeune, vous vous sentez carrément dans le parti? Oui, je me sens très à l'aise parce que je pense que c'est ma première fois de faire la politique au niveau de PASTEF. C'est comme je l'ai dit, c'est vis-à-vis des changements que le parti PASTEF a donné comme objectif. C'est pour cela que moi je me suis senti. D'ailleurs, loin de là, parce que le parti PASTEF, c'est un parti qui a de la démocratie interne au niveau du parti. Parce que ce n'est pas comme les autres partis. Je peux nommer comme le parti PDS par exemple, où le chef de parti, et c'est lui qui gère les affaires du parti. Il a son récépissé, tu n'as pas le droit de s'exprimer comme il faut. Parce que là, on a vu certains s'exprimer au-delà de leur... Mais est-ce que tel est le cas au sein de PASTEF? Non, tel n'est pas le cas, parce que je l'ai dit, il y a une démocratie interne au niveau de PASTEF, où les militants ont la liberté de s'exprimer, où les militants sont au même pied d'égalité. C'est contrairement aux autres partis politiques. Aux autres partis politiques. Mais aussi vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous apportez? Oui, en tant que jeune, déjà étant le responsable des jeunes de PASTEF Yeumbeul Sud et conseiller départemental, je pense que c'est le parti PASTEF qui m'a donné cette opportunité que je suis aujourd'hui un conseiller départemental. Parce que les élections locales, j'étais investi sur la liste de Yewwi Askan Wi, la coalition Yewwi Askan Wi. C'est ça qui m'a donné aujourd'hui d'être un élu local. Du point de vue même de mes études, je peux dire qu'étant un étudiant, juriste en formation, donc ça m'a donné beaucoup d'opportunités parce que j'ai parvenu à pratiquer le droit des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Parce que je peux dire que par là, c'est une grande opportunité aujourd'hui d'être dans les instances de décision que toute jeune rêve à être pour le développement de sa localité, mais également pour le développement de son pays. Donc, si je peux dire que vous voulez impacter le Sénégal,
que ça soit sur le plan politique, sur tous les plans. Exactement, c'est ça. Voilà. La vision est de plus en plus claire, je pense, parce que je peux te dire même, du côté de mes études, je rêvais toujours à être un jeune engagé, mais un jeune qui est aux instances de décision. Aujourd'hui, je suis dans les instances de décision, dans le domaine local. Peut-être je rêve de plus pour être quelqu'un demain, à être un ministre, pourquoi pas, parce que nous sommes dans une dynamique évolutive. Oui, juste avant d'aborder le dernier point, qui est la question du troisième mandat, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre statut en tant que conseil départemental. C'est quoi un conseil départemental? Oui, un conseil départemental, c'est un élu du peuple. C'est quelqu'un qui représente la population au niveau du conseil départemental. C'est pas parce qu'il est aller là-bas pour regarder, comme le fait certains de nos députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est pour aller représenter la population sur certains domaines. Par exemple, sur le domaine de l'environnement, comment est l'environnement de Keur Massar, sur le domaine de la santé, est-ce que Keur Massar a de bons hôpitaux, sur le domaine de l'éducation, est-ce que le plan éducatif est bien géré par le conseil départemental, parce que c'est un démembrement de l'État. Le conseil départemental est un démembrement de l'État, parce qu'on peut dire que du point de vue de la décentralisation, on est parvenu à l'érection des départements. Donc c'est pour cela, nous, en tant qu'élus locaux, on est appelés à respecter les principes de la population. C'est pour cela, c'est très important de comprendre qui est un élu local. Oui, justement, vous parlez d'élu local. Vous êtes élu par votre communauté, mais aussi vous avez un statut au sein d'un parti politique. Est-ce que vous représentez votre communauté ou bien vous représentez le parti politique? Non, non. Le parti PASTEF. Je représente la population, je représente une communauté, mais non pas le parti politique. Parce que le parti politique, peut-être, c'est le parti politique qui m'a permis d'être un élu, mais il y a la part de la population. C'est grâce à la population que je suis un conseil départemental, mais non le parti politique. Peut-être le parti politique m'a investi comme étant un représentant de la population. Voilà. Mais avec le phénomène qui anime un peu le Sénégal et les Sénégalais, on voit que quand celui qui dirige la structure est du côté du parti au pouvoir, si les autres ne sont pas du côté du parti au pouvoir, il y a ce qu'on appelle une dualité. Effectivement, je pense que c'est la partisanerie. C'est ça qui est un échec d'ailleurs chez nous au Sénégal. Parce qu'on considère que si Lamine, par exemple, n'est pas en parfaite adéquation avec, peut-être je ne dis pas ses adversaires, on doit lui taxer une certaine catégorie. C'est loin de là, parce que ce qui nous implique sur la sphère publique, c'est de représenter la population à un moment donné. Mais représenter la population, ce n'est pas des affaires de partisanerie, parce que je suis de tel camp ou bien d'autres camps. Non, non, c'est loin de là. On représente la population pour leur compte, pour l'avancement de leur vécu. Mais c'est le cas, par exemple, de la ville de Guédiawaye. À Guédiawaye, le maire en question appartient à un parti politique qui se distingue donc du parti au pouvoir. Mais si vous regardez bien du côté de l'exécution des décisions, il y a un problème. Effectivement, parce que je peux dire, moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette ville comme Guédiawaye, je pense que c'est Ahmed Aïdara qui est là-bas. Et Ahmed Aïdara, il fait partie de la bannière de la coalition Yewwi Askan. Ce qui régit la coalition Yewwi Askan, c'est toute une charte à respecter. Mais au-delà de cette charte, quand tu es élu comme maire d'une ville, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Tu dois gérer les choses comme il faut et se débarrasser de ce qui est parti politique ou autre.
mais se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est gérer le bien-être de la population. De la population, justement, merci beaucoup. Donc, on va aborder la question du troisième mandat. Qu'est-ce que vous en dites? Le troisième mandat, je pense que c'est un débat qui pose une contradiction au Sénégal. Déjà, bon, ce que disent les tests du point de vue juridique, c'est très clair. Nul ne peut exercer de 2 mandats consécutifs d'après l'article 27 de la Constitution. Je pense que c'est écrit noir sur blanc que Macky Sall ne peut pas exercer un 3e mandat. Parce que là, on ne parle pas du nombre de durée du mandat, mais on parle du nombre de mandats. Mais pensez-vous que nous ne sommes pas dans l'imagination? Non, il n'y a pas une imagination parce que juridiquement parlant, je peux faire appel à 2 principes. L'une, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi, l'autre, c'est l'effet immédiat, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'effet immédiat, ça intéresse purement les lois qui ont d'ordre public. Et nous pensons que du point de vue constitutionnel, on est en face d'une loi d'ordre public, n'est-ce pas? Parce qu'on ne se laisse pas voir que ce que dit l'article 27, parce que l'ancienne constitution disait que l'article 103 est verrouillé. Oui, pas? Avec une disposition transitoire. Avec une disposition transitoire, il est verrouillé, n'est-ce pas? Il y a des principes qu'on a évoqués par rapport à cet article. Donc, on ne peut pas arriver jusqu'à 2022 où c'était clair. Il y a des gens qui ont défendu dans les plateaux pour dire que Macky Sall ne peut pas exercer un 3e mandat. Et là, ils changent d'avis pour dire que, comme notre cher professeur, il dit que maintenant c'est une doctrine. Et une doctrine n'est pas une source de règles de droit. Mais est-ce que vous pensez que le professeur il est dans le stade du plan B? Parce que si on regarde l'évolution de la situation, récemment, il y avait un problème qui se posait entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Peut-être il voulait liquider un candidat. Et ce n'a pas abouti. Aujourd'hui, on parle de 3e mandat. Récemment, j'ai écouté Mbaye Ndiaye. Lui, il a parlé de dispositions transitoires, alors que les clauses sont claires. Il y a des clauses d'éternité. On ne peut plus changer donc, ces dispositions. Mais qu'est-ce que vous déduisez donc de tout cela? Ce que je peux en déduire, ce n'est rien d'autre. Ce que j'ai appris dans les textes, que la rétroactivité de la loi nouvelle, c'est-à-dire une loi ne peut pas agir sous l'empire d'une loi ancienne. Mais si on regarde bien, Macky n'a pas fait donc 2 mandats de 5 ans. Il a fait un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Mais M. Mahmoud, juriste, tu sais que bel et bien, dans l'article 27, on ne dit pas la durée du mandat. Mais on parle du nombre de mandats, 2 mandats consécutifs. Donc, on ne se laisse pas valoir le mandat de 7 ans. Donc, il faut laisser à côté le mandat de 7 ans et parler le nombre de mandats de 5 ans. Donc, dans les 2 cas, ça ne nous intéresse nullement, parce que d'autant plus qu'on parle de 2 mandats consécutifs. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme conclusion? Je donne comme conclusion, il faut que Macky Sall se ressaisisse et en se rappelant le contexte de 2012, parce que c'est lui qui était là à dire que Abdoulaye Wade, si tu forces pour un 3e mandat, on va te trouver jusqu'au palais, pour te démanteler. Donc, la question de Macky Sall est réglée. Donc, la question de Sonko. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Ousmane Sonko a un contentieux dans son compteur. Effectivement, il y a une contentieux sur l'affaire de Sweet Beauté. Voilà. Je pense que cette affaire-là, c'est une affaire anodine. Pourquoi anodin? Anodin dans la mesure où je peux le dire sur l'aspect moral et sur l'aspect juridique. Concernant l'aspect juridique, je pense que premièrement sur l'enquête préliminaire, on a vu que la procédure pénale a été bafouillée. Comment la procédure? Sur l'enquête préliminaire. Je reviens sur l'enquête préliminaire dans la mesure où aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est un élu du peuple. C'est un élu du peuple. Et vous savez que bel et bien, l'article 61 de la Constitution dispose
qu'un élu du peuple, comme un député, lorsqu'il est interpellé en cas de délit ou infraction, il faut qu'on élimine son immunité parlementaire. Effectivement. Donc là, il y a une vice de procédure dès le départ arrêtée, pourvu qu'il y a des précipitations du ministère public qui s'est immiscé dans une affaire purement. Mais pourtant, on a levé l'immunité. Non, avant ça, la convocation n'était pas la bienvenue dans la mesure où ils se sont précipités pour donner convocation à un député qui a une immunité parlementaire. Non, mais vous êtes juriste. Effectivement. Voilà, on lui a remis une convocation. Mais la convocation n'avait pas le but d'arrêter Ousmane Sonko. Exactement. Mais c'était juste de lui remettre la convocation pour peut-être qu'il fournisse, par exemple, des explications en la matière. Mais Ousmane Sonko était dans ses pleins droits pour invoquer son immunité parlementaire, d'autant plus que même dans les conditions de la flagrance, du flagrant délit, dans ces conditions, même précisé sur l'article 45 du Code de procédure pénale, qui dit que dans ces conditions-là, il faut que l'interpellé soit dans une action, une disposition qu'il est en train de commettre l'infraction pour qu'il soit interpellé. C'est pour cela, il était dans ses pleins droits pour dire qu'il invoque son immunité parlementaire. Donc en tant que juriste, vous dites qu'il n'y a pas flagrant, il n'y a rien. Oui, il n'y a pas flagrant. Je pense qu'il n'y a pas flagrant parce que pour qu'on dise qu'il y a flagrant délit, il faut qu'un délit ou un crime est en train de se commettre, ou bien dans un temps voisin. Mais il y a une troisième action, la clameur publique. À cette époque-là, il y avait la clameur publique. Mais à cette époque, après, donc est-ce que dans cette condition, nous pouvons dire de viol? Non, je ne sais pas, parce que c'est le tribunal qui peut décider. Oui, parce que le contexte de cette clameur-là, peut-être tu peux considérer qu'il y a clameur, mais je pense que ce contexte-là, c'est un viol. C'est un viol. La personne a été poursuivie comme viol. Mais si l'accusé en question refuse donc de répondre à la justice, on parle de diképhobie. Il n'y a pas de dichotomie. Peut-être qu'il a peur de la justice. Non, il n'a pas peur parce qu'il y a un adage grec qui dit que nulum crimen sine poena sine lege, nul crime sans loi. Je pense qu'il n'y a pas une infraction qu'on pourrait considérer que Ousmane Sonko a été taxé de telle chose. Peut-être on l'avait accusé. Or que dans l'objectif du procès pénal, il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Effectivement. N'est-ce pas? Il y a le principe de la présomption d'innocence et cela, c'est pour éviter l'arbitraire. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, certaines pratiques qui ont eu sur cette affaire-là. Mais il y a la présomption d'innocence, maître. Oui, il y a la présomption d'innocence, mais il ne faut pas oublier que cette affaire-là, c'est un complot d'État. Pour ceux qui ont du PASTEF. Non. Mais est-ce que les Sénégalais considèrent que c'est un complot d'État? Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'arrestation des journalistes. Et vous savez que... Mais que feriez-vous si Adji Sarr était votre sœur? Attends, je reviens. Je dis que il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on est en train de vivre l'injustice dans notre pays. Parce que vous avez vu que Pape Alé a été arrêté. D'ailleurs, nous demandons sa libération. Parce qu'il a publié, non, je ne dis pas publié, mais il a évoqué sur le rapport de la gendarmerie. Donc, ce rapport-là divulgue la thèse du complot. N'est-ce pas? Parce qu'il a été poursuivi comme recel de documents estampillés. Ça veut dire qu'ils ont une certitude que ce document-là, c'est du vrai. Donc, il y a un vrai problème dans une solution où on cherche la vérité. Et oui, par des rumeurs, il y a 2 gendarmes, ou bien 2 militaires tués, ou bien qui sont morts dans des conditions que personne ne peut expliquer. Et dans une publication aussi, il y a quelqu'un qui appartient au parti au pouvoir qui dit que voilà, il y a ce qu'on appelle, il y avait une relation entre Pape Alé et ces 2 militaires morts. Rien ne m'est sûr que ces personnes sont disparues, mais également rien ne m'est sûr que
Pape Alé avec des liaisons avec ces deux gendarmes-là. Mais ce qui est louche, c'est que ces gendarmes-là, il faut d'abord éclairer les lanternes. Qu'est-ce qui a causé la mort de cette gendarme? C'est très important. Parce qu'on a assisté ici 14 personnes qui sont mortes lors des manifestations récentes sans l'arrestation de ces commanditaires. Est-ce qu'aujourd'hui, un gendarme qui est assermenté, où on dit qu'il a disparu parce qu'il était à la pêche, dont sa femme disait qu'il n'était pas allé à la pêche. Donc il y a un problème. Le journaliste qui a divulgué ce message pour dire qu'il y a un gendarme qui a connu la noyade, mais il faut l'interpeller, c'est Madiambal Diagne. Il est important de l'interpeller. Mais pour dire qu'on assiste à une injustice qui évolue de temps en temps. C'est pour cela que nous tous nous sommes en sursis. Peut-être il y a des actions. Oui, il y a des actions. Bon, moi je peux dire que moi je ne peux pas prospérer sur cette affaire parce que je ne maîtrise pas beaucoup de choses. Effectivement. Je ne peux pas dire que c'est la cause de la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui a causé la mort de cette gendarme-là. Mais terminons avec l'affaire Sonko Adji Sarr. Voilà, aujourd'hui, Sonko projette d'être un candidat en 2024. Bientôt, nous sommes en 2024. Voilà, pour les élections présidentielles du Sénégal. Est-ce que cette affaire-là peut lui porter préjudice en tant que candidat? En tant que candidat, je pense que cette affaire-là ne peut pas lui porter préjudice, étant donné qu'il y a l'effet populaire. D'ailleurs, le procès d'Ousmane Sonko Adji Sarr, je pense que ça ne va pas se tenir, d'autant plus que beaucoup de choses ont été exaltées, parce que l'opinion même, c'est que bel et bien, il n'y a pas de viol, il n'y a pas des chefs d'inculpation à charger Ousmane Sonko. Donc je pense que par là, Sonko, il est limpide sur toute la ligne pour être candidat en 2024. Donc vous pensez que Sonko sera bel et bien donc candidat? Inch'Allah Rabbi, Sonko sera bel et bien le candidat et le 5e président du Sénégal en 2024. Sonko, 5e président donc, du Sénégal en 2024. Tels sont les mots de Mamadou Lamine Diallo. Donc Mamadou Lamine, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire aux Sénégalais d'être prêts pour le changement, parce que nous procurons le changement sur de nombreuses raisons, parce que nous pensons que c'est la jeunesse qui peut changer la donne. Étant jeune, on est en train de travailler sur ça avec notre corporation politique. D'ailleurs, on est en train de faire des activités sur des activités purement patriotiques. D'ailleurs, sur cette occasion, je donnerai un rendez-vous pour un don récent que la jeunesse patriotique de Yeumbeul Sud va organiser le 31 décembre. Le 31 décembre. Aux zones Afia. Donc, voilà, merci beaucoup Mamadou Lamine Diallo. Je rappelle que vous êtes titulaire d'une licence en droit public à l'Université virtuelle du Sénégal. Vous êtes engagé dans la politique et vous militez au parti de PASTEF, donc les Patriotes. En plus de ça, vous êtes le coordonnateur de la jeunesse patriotique de Yeumbeul. Voilà, Yeumbeul. Et aussi, vous avez le statut donc, de conseil départemental. Voilà. Et merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir dans notre plateau. Voilà. Je rappelle, chers amis internautes, c'était ça. C'était votre émission Parole à l'étudiant. Voilà. J'ai le plaisir aussi de vous rappeler. Aujourd'hui, je suis vêtu donc du moins de l'équipe nationale du Sénégal. C'est pour soutenir nos lions qui sont au Qatar. Voilà, soutenons tous les lions pour qu'on amène la coupe au Sénégal. Merci beaucoup. À très bientôt.